Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes dans le face-à-face avec Martin Blachier, médecin spécialiste en santé publique, pour son livre « Les 10 nouvelles menaces sur notre santé » aux éditions du Cerf. Bonjour Martin Blachier. Bonjour. Alors Martin Blachier, d'abord il faut que je le dise, qui ne connaît pas Martin Blachier? Qui n'a pas entendu parler une fois de Martin Blachier doit vivre sur la planète Mars. Parce que pendant les 2 ans et demi de Covid, Martin Blachier était pratiquement sur toutes les chaînes d'infos en continu, les radios, les télévisions, et il a apporté sa voix. On peut désapprouver ou approuver, le contester ou non le contester, mais il a apporté sa voix et parmi d'autres, et je dois dire, moi personnellement, et même si nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de points, au moins il n'a pas joué les médecins de plateau qui disaient que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que c'est plus compliqué que ça. Au moins lui, il a plutôt penché vers la complexité que vers la simplification. Mais avant de parler de votre livre et de ces 10 nouvelles menaces sur notre santé, Martin Blachier, je voudrais qu'on fasse un peu le point. Est-ce que pour vous, maintenant, après ces 3 ans pratiquement de charivari, de tout ce qui s'est passé, et vous avez vous-même d'ailleurs changé d'avis sur un certain nombre de points, comme d'autres, comme nous, comme d'autres, hein. Il faut bien dire qu'au début, personne ne savait grand-chose. Après, il y a eu tout ce qu'il y a eu. On ne va pas revenir sur tout cela, mais je voudrais savoir, aujourd'hui, on est en 2023... Quand vous regardez ça, quand vous prenez du recul et que vous regardez tout ça, non seulement sur vos interventions, bien sûr, mais sur la situation, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? J'ai l'impression que la crise du Covid nous a révélé énormément de choses. J'ai l'impression que ça a été, il y aura un avant et un après, notamment dans le monde de la santé. Et quand j'ai écrit ce livre, en particulier, les 10 menaces ont eu une révélation pendant la crise Covid. Je crois aussi que... Ça a été une feuille de température. Oui, exactement. Et ça nous a fait prendre aussi conscience de peut-être se poser la question quel était l'objectif sur les prochaines années. Et la santé, pour moi, va devenir un objectif. Et pour l'instant, ça l'est pas du tout. On ne la mesure pas. On sait si on est vivant ou si on est mort, on compte les quelques cancers et les quelques infarctus, mais en dehors de ça, on s'intéresse pas à la santé des populations. C'est même pas un objectif politique. Et je pense que ça peut devenir un objectif politique, parce qu'en dehors de sauver la planète, je vois pas quel objectif politique on a réellement. Mais pourtant, attendez, on parle de santé du matin au soir, vous dites que c'est pas l'objectif, on ne parle que de ça, même bien avant le Covid. Alors, on parle pas du tout de santé, on parle des soignants. Parce qu'on a un système de santé qui est en train de se croûter comme dans la plupart des autres pays développés. Donc on parle du système de santé, mais la santé, c'est pas ça. La santé, c'est la mesure du vivant. Vous savez, souvent, on parle de bonheur. Il y a des économistes qui disent, par exemple, il faut arrêter de parler de croissance, il faut arrêter de parler de PIB, il faut parler de bonheur. Mais le problème, c'est que moi, le bonheur, j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, et c'est dur à mesurer. Pour moi, c'est juste être en bonne santé. Est-ce que notre population est en bonne santé? Et parfois, je me dis, est-ce qu'il y a déjà un homme politique qui a commencé un mandat et qui a terminé, qui à la fin de son mandat a dit, voilà, je peux vous dire une chose, j'ai amélioré la santé des gens que j'avais administrés ou que j'ai gouvernés. En fait, ils en sont pas capables. Je pense que déjà, c'est pas un objectif qu'ils se sont donnés parce qu'ils ont un objectif qui sont des objectifs économiques, qui sont des objectifs de sécurité, qui sont des objectifs d'immigration, mais ils n'ont pas des objectifs de santé de leur population, alors que pour moi ça devrait être leur première priorité. Et puis aussi parce qu'ils n'ont pas le moyen de le mesurer. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer la santé des gens, on ne le regarde pas bien, on ne le sait pas. Donc on peut savoir si les gens sont vivants ou si les gens sont morts, on peut avoir quelques grands indicateurs, mais savoir dans quelle santé est notre population, on n'en sait rien. Déjà, s'ils se posaient la question et s'ils le mesuraient, je vous assure que même la vie politique en serait changée. Alors, on va continuer évidemment de parler avec vous, Martin Blachier, de tout cela après une toute petite pause. À tout de suite. Et je le rappelle, vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Martin Blachier. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, la santé, et c'est la santé, comme disait Martin Blachier, c'est le vivant. Enfin, je veux dire, c'est la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous savez très bien que vous pouvez faire la moitié du quart des choses que vous pouvez faire vous sont interdites. Les 10 nouvelles menaces sur votre santé, c'est votre nouveau livre aux éditions du Cerf. Mais Martin Blachier, quand même, vous dites la santé, vous dites, mais effectivement, politique, mais il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Vous avez vu ce bilan, et bien avant, depuis des décennies, l'hôpital qui je ne dirais pas qui s'effondrait, mais enfin quand même, tous ces lits manquants, tout ce qui s'est passé. Je voudrais revenir là-dessus parce que vous avez été médiatiquement un des acteurs les plus
les plus présents dans cette histoire, où on nous a dit un certain nombre de choses au départ, puis le narratif, on le sait très bien, pour parler du Covid, a changé, je ne dis pas à 180 degrés, mais du tout au tout. On s'est aperçu que des choses qui étaient absolument précises, comme vacciner, tous protégés, etc., transmission, etc. On ne va pas, encore une fois, entrer dans le détail, mais je voudrais vous poser une question très franchement, parce que, est-ce qu'il y a des déclarations que vous avez faites et que vous regrettez, Martin Blachier, très franchement? Au cours de cette période. Il y a eu des analyses qui ont été mauvaises parce qu'il nous manquait des facteurs. Mais je regrette pas. Je crois que j'ai toujours été sincère et c'est ce qui compte. Et c'est ce qui fait que les gens en fonction des connaissances que vous aviez, qu'on avait à ce moment-là. Exactement. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un problème scientifique aussi. Donc je l'ai abordé comme un problème scientifique. Et puis, vous me parliez de l'hôpital. Ouais. Moi, je pense que le problème, ça a été de trop penser à l'hôpital pendant cette crise et pas à la santé. Encore une fois, je veux dire, la santé, c'est pas un sujet hospitalier. Et vous savez, ceux qui ont parfois la plus mauvaise vision de la santé des gens, c'est les gens qui sont à l'hôpital. Et le problème, c'est qu'il faut travailler la santé en dehors de l'hôpital. Ou avant, vous voulez dire. Mais la santé, c'est simplement mesurer comment vont les gens. C'est-à-dire que si vous êtes un responsable, c'est votre première question, c'est comment va ma population? Est-ce qu'elle va bien ou est-ce qu'elle va pas bien? Aujourd'hui, on peut dire que les Français vivent assez longtemps, mais honnêtement, ils vont pas très bien. Quand on regarde les données, quand on regarde physiquement et mentalement, ils vont pas très bien. Donc il y a des problèmes à se penser. Est-ce qu'il faut aller poser la question aux réanimateurs? Est-ce qu'il faut aller poser la question aux infectiologues? Est-ce qu'il faut même aller poser la question aux psychiatres? Je ne pense pas. Je pense que la réponse, elle est dans la société. Donc il faut s'inquiéter de la santé des gens et trouver les solutions qui ne passeront pas par le système de santé nécessairement. Alors attendez, oui, d'accord. Mais enfin, vous oubliez quand même quelque chose de très important. On est tous patients potentiels. Et je ne dis pas tous patients malades comme le docteur. Non, c'est pas ça. Tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Mais regardez par exemple, pendant très longtemps, les médecins, alors on trouve que les médecins ne servent à rien, mais enfin, on a besoin des médecins, on a besoin en tout cas de discuter avec eux, et ce sont quand même les gens en contact avec les malades qui sont importants. Ou alors ils servent à rien. Vous savez, pour moi, les deux secteurs d'activité desquels dépend vraiment la santé dans l'avenir, c'est les systèmes d'information et tout ce qui est réseaux sociaux. On en reparlera là, parce que pour moi, il y a une vraie menace sur la santé publique, et probablement l'agroalimentaire. Si je relie les deux secteurs qui sont vraiment liés à la santé, et c'est là que ça se passe. Alors ça se passera pas dans les hôpitaux, ça se passera dans ces secteurs-là. Alors pourquoi vous dites, en fait, vous parlez de la prévention là. Mais même pas de la prévention. Je sais, la santé, c'est un gradient, imaginons qu'il aille de 0 à 100, et tout le monde est entre 0 à 100. Donc les gens qui sont en dessous de 10, par exemple, sont les gens qui sont à l'hôpital et qui sont gravement malades, mais on n'est pas tous entre 90 et 100, donc on est tous entre 10 probablement et 90, donc la grosse majorité des gens sont là, et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir optimiser la santé des gens. Et il y a des choses qui pèsent sur la santé des gens, et notamment, selon moi, les réseaux sociaux, notamment la façon dont on fait de la nourriture, notamment la façon dont on peut parler aux gens, et tous ces facteurs-là, la façon dont on travaille, on pousse tous les gens vers le télétravail. Est-ce qu'on sait l'impact que ça va avoir sur leur santé? Si ça descend leur score de santé, il faut arrêter de le faire. Mais c'est des questions qu'on se pose même pas. C'est-à-dire par exemple, on donne une responsabilité incroyable aux gens qui font les réseaux sociaux sur nos enfants, on se pose même pas la question, et eux-mêmes se posent même pas la question de l'impact que ça a sur notre santé. Alors qu'ils ont transformé le lien social de façon considérable. La seule chose qu'ils ont essayé, c'est de nous rendre addicts à ça pour nous vendre de l'espace mental, de vendre de l'espace mental à des annonceurs. Oui, le problème, c'est que ça va avoir un impact sur la santé, et qui va payer cet impact sur la santé? C'est la société. Donc il faut se poser cette question de la santé à chaque fois qu'on prend une décision, parce que la santé, ce sera l'indicateur, ce sera l'objectif du 21e siècle. C'est pas la survie, on va tous survivre jusqu'à 90, 100 ans. On survit presque trop longtemps. La question, c'est comment on est pendant ces 90, 100 années de vie. Et ça, c'est une question que le politique ne se pose pas. Oui, vous voulez dire qu'il vaut mieux vivre effectivement en plus temps bien portant que allongé sur un hôpital en gisant. Oui, mais comment on sait que quelqu'un est bien portant? C'est ça la question. Comment on le mesure? On le sent, chacun d'entre nous le sent. On le sent, mais ceux qui doivent prendre des décisions, ils doivent pouvoir voir si ça améliore ou ça détériore la santé. Alors justement, vous parlez de ça. Moi, j'ai vu une vidéo ce matin. J'aurais dû d'ailleurs le donner, qu'on l'entende, parce qu'on aurait pu entendre le sonore, où une petite fille engueule son père en disant: mais non, tu dois pas embrasser. Il faut pas embrasser, sinon ça fait la maladie. Enfin, vous savez comment on a conditionné quand même les enfants là depuis c'est-à-dire, moi je me rappelle cette vidéo. Vous savez, la petite fille qui a embrassé sa grand-mère, on retrouvait la grand-mère intubée.
Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été cette persuasion, cette fabrique du consentement quand même, qui a joué? Mais si je reviens sur ce que je vous disais, c'est-à-dire la santé. Si on mesure l'impact que la gestion de la crise a eu sur la santé des gens, elle l'a détériorée. Et on le montrera avec des études. Moi, je suis en contact avec des équipes qui travaillent dessus. Ils ont des éléments pour montrer que la façon dont on a géré la crise a détérioré la santé des gens. On le sait, on le voit, on a les données. Vous savez, on regarde les données des indicateurs de santé mentale des jeunes enfants, par exemple. Franchement, ce qu'on voit nous fait très peur. Il faut le dire, sur la consommation de psychotropes, sur les motifs d'hospitalisation, c'est des choses qui sont assez terrifiantes. Ça allait déjà assez mal depuis les années 2010. Et que le Covid n'a fait qu'augmenter. Mais exactement, ça a été comme jeter de l'huile sur le feu. En fait, le Covid, c'est comme s'il y avait eu de l'huile sur le feu sur plein de problèmes de santé qui étaient sous-jacents dans la population. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que cette crise Covid nous fasse ouvrir les yeux sur les objectifs qu'on se fixe, et il faut des objectifs de santé. Le problème, c'est qu'à chaque fois, à la santé, on met un hospitalier, et son obsession, c'est l'hôpital, parce qu'il a vécu dans l'hôpital, pour l'hôpital, avec l'hôpital. Et il ne se pose pas la question de la santé des gens. Donc, encore une fois, on ne la mesure pas et on n'essaye pas de l'améliorer là où elle peut être améliorée, c'est-à-dire justement en dehors de l'hôpital. Alors, vous avez raison, mais il n'y a pas que l'hôpital. En dehors de l'hôpital, il y a les médecins généralistes, les médecins de ville, etc. Enfin, parmi les personnes. Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais non, mais ceux-là, ils sont là. De toute façon, le système de santé prend en charge les malades. Le problème, c'est qu'il y a une demande qui augmente et on a une offre qui est stable, voire qui diminue. Donc Alors, justement. Et la demande, pourquoi elle augmente? Parce qu'il y a un vieillissement de la population. Donc les gens vieillissent, au bout d'un moment ils ont des maladies, donc il faut les prendre en charge longtemps avec les maladies, et parce qu'il y a aussi une création de valeur, c'est-à-dire qu'en fait l'intelligence humaine a été beaucoup sur les systèmes d'information, et ensuite elle a été sur essayer d'améliorer la santé des gens. Donc l'intelligence humaine propose de la valeur, si ça propose de la valeur, ça veut dire qu'on a des choses à offrir aux gens, et si on a des choses à offrir aux gens, il faut des gens pour l'administrer, ce sont les médecins, ce sont les soignants. Donc je peux vous donner une prédiction très simple, c'est que dans les 10, 20, 30 prochaines années, la valeur qui va être proposée par l'intelligence humaine sur la santé va augmenter, donc on aura besoin de plus de gens. Est-ce que ce seront des médecins? Est-ce que ce seront des techniciens? Est-ce que ce seront des psychologues? Ça, je sais pas. Tout ça à la fois. Ou tout ça à la fois. Visiblement, le gouvernement, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit de moins en moins des médecins qui sont difficiles à gérer et de plus en plus d'autres professions. Donc diviser un petit peu la responsabilité d'un système de santé, ce que je trouve pas forcément une mauvaise idée. Mais en tout cas, le sujet de la santé, c'est là qu'il va y avoir de la valeur. Donc d'un point de vue économique, mais même d'un point de vue sociétal, politique, il faut regarder dans cette direction-là. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Vous énumérez d'ailleurs les 10 nouvelles menaces sur notre santé. On ne va pas évidemment les voir toutes, mais quand même, je dis cancer, Alzheimer, les addictions, les drogues, le dérèglement climatique, la dépression, la fertilité en baisse, la zoonose, la transmission de l'animal à l'humain, le sommeil, effectivement, les antibiotiques, sur le dosage, et enfin, évidemment, last but not least, l'obésité. Mais alors, vous dites, écoutez, ce qui va beaucoup jouer, c'est les réseaux sociaux. En quoi concrètement, Martin Blachier? Vous dites que les réseaux sociaux vont jouer un rôle encore plus important. Moi, mes équipes sont en train de plancher dessus en ce moment. On voit, depuis 2010, une détérioration de l'état mental des jeunes, et notamment des enfants. Une détérioration importante. Surtout des jeunes filles, pour être tout à fait honnête. Donc, on a des tentatives de suicide qui augmentent, des idées suicidaires qui augmentent. On a multiplié par 5 ou par 7 la consommation d'antidépresseurs chez les enfants. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et quand vous lisez les études scientifiques, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des choses qui sont incriminées, les réseaux sociaux notamment, et le cyberharcèlement. On savait que l'harcèlement, ça rendait les enfants malades. Visiblement, le cyber, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ont amplifié le phénomène. Et on sait aussi qu'avec des études qui ont été faites pendant très longtemps, que ce qui conditionne l'état mental, notamment des enfants, c'est le lien social. Et qu'est-ce qui a le plus modifié le lien social ces 10 dernières années? C'est le numérique, et en particulier les réseaux sociaux. Et donc, il commence à y avoir de l'évidence scientifique qui sort pour dire que c'est dangereux. Les réseaux sociaux chez les enfants, c'est dangereux. Comme le tabagisme passif, comme de l'ordre du coca à tous les repas. Or, c'est quelque chose qu'on ne regarde absolument pas parce qu'on est un peu numérique BA, notamment depuis ces dernières années en France, et on ne veut pas voir ces choses. Or, des gens qui ont développé ces réseaux sociaux ont une responsabilité sociétale qui est considérable. C'est vrai. Et je pense que si on doit se poser la question de limiter l'accès, là on a limité l'accès à la pornographie aux enfants. On a quand même mis 20 ans à se rendre compte que c'était pas extraordinaire que les enfants de 8 ans aient accès à de la pornographie sur Internet. Donc il a fallu quand même qu'on travaille. Je peux vous garantir que sur Instagram par exemple, on aura le même résultat. Pourquoi on laisse les jeunes filles aller sur Instagram alors qu'on sait que ça leur donne envie de se suicider? Moi je n'arrive toujours pas à comprendre. Instagram on a beaucoup d'éléments de preuve qui laisse à penser qu'une jeune fille de 10 ans sur Instagram, on va détériorer sa santé en la laissant aller dessus. Et pourquoi on la laisse aller dessus?
parce qu'on a la notion de liberté. On dit il faut être libre de tout faire. Mais ça, c'est une vraie question qu'il va falloir se poser demain. C'est-à-dire la frontière entre la liberté et la responsabilité. Et est-ce qu'on est libre quand on est face à des gens? Parce que vous savez, les réseaux sociaux, ce qu'ils étudient le plus, c'est les neurosciences et les sciences du comportement. Ouais. Donc ils font des algorithmes qui maîtrisent même pas complètement parce que c'est des algorithmes quasi automatiques dont l'objectif est de vous rendre addictif à un média et de vous pousser des choses. Et en fait, ils savent même pas ce que vous consommez parce qu'en fait, c'est des choses qui se font de façon automatique. Et ils s'inquiètent même pas de savoir si ça détériore la santé des gens. Donc pour moi, c'est une des menaces effectivement de santé publique du monde de demain. On va continuer là-dessus parce que c'est très important juste après cette petite pause parce que vous posez un vrai problème liberté et responsabilité qui n'est pas nouveau mais qui est encore plus posé à l'époque des réseaux sociaux. On va en parler. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour interpeller Martin Blachier sur son livre Les 10 nouvelles menaces sur notre santé. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, effectivement, Martin Blachier, dans son livre Les 10 nouvelles menaces sur notre santé, qui est un livre en tout cas qu'il faut lire parce que ne fût-ce que pour en discuter, mais c'est très bien. Il parle de ce qui se passe du cancer, encore une fois l'obésité, en passant par tout le reste. Mais et vous posez le problème de la liberté et de la responsabilité. Et il est vraiment là, c'est-à-dire que effectivement, il y a des moments où la liberté doit être non pas limitée, enfin pour moi, mais elle doit être orientée. Par exemple, c'est évident que la protection des enfants doit passer, vous avez donné quelques exemples, doit passer avant tout. Mais attention, quand les adultes sont empêchés de savoir un certain nombre de choses par les pouvoirs, et quels que soient les pouvoirs, droite, gauche, blanc, noir ou autre. On sait très bien que les pouvoirs, par essence, n'ont pas envie de dire la réalité. C'est normal, c'est leur jeu et je ne le reproche pas. Mais si vous n'avez pas des contre-pouvoirs, et les réseaux sociaux sont un contre-pouvoir, vous risquez d'avoir, vous voyez, que ça tombe vers autre chose. Et n'oubliez pas qu'à la fin, qui décide? Il n'y a pas que le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique. Donc, qui va manœuvrer, c'est ça. Non mais moi je me mets dans mon rôle, si vous voulez. Mon rôle, c'est d'essayer d'imaginer ce qui pourrait améliorer la santé des populations. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une expérimentation qui vient de se terminer en Grande-Bretagne. Ils se sont rendus compte qu'en limitant l'accès au soda aux enfants, donc une privation de liberté, parce qu'ils n'ont plus le droit de se gaver de soda du matin jusqu'au soir, ils ont réussi à faire diminuer l'obésité infantile de 10%. Et c'est très bien. Donc vous imaginez l'impact que ça a sur la santé des gens. Et le politique qui a fait ça, je peux vous garantir qu'il a bien plus fait pour sa population que probablement d'un grand nombre d'autres politiques qui ont fait des mesures qui ont peut-être joué à la marge sur la situation économique du pays. Non mais la liberté, attention, la liberté d'un enfant n'est pas la même que la liberté d'un adulte. Oui, mais un enfant n'est pas conscient. Moi, je voulais que je vous dise, aujourd'hui, il y a des adultes qui ne sont pas capables de faire face à la complexité du monde et qui vont plonger dans des pièges qui ont été faits pour les attirer. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, l'addiction. On dit tout de suite, je vous dis l'addiction, vous allez penser à la drogue, aux héroïnomanes, au crack, à la porte de la chapelle, tout ça. Mais en fait, on est dans un monde d'addicts. C'est-à-dire que tous les gens qui font du marketing, leur objectif, c'est de vous rendre addict à ce qu'ils vous vendent. Ils vous rendent addict à des biens ou ils vous rendent addict à la consommation, à des produits, à des consommations de services, même à la consommation de services. Et si vous n'êtes pas éveillé et si on ne vous informe pas là-dessus, vous plongez dedans. Mais moi le premier. Mais, notamment, par exemple, sur la façon de vous nourrir. Pourquoi aujourd'hui il y a du gras et du sucre dans tous les aliments? Parce que c'est la manière de rendre votre cerveau addict à ces aliments. Et les marketeurs vont faire tout en sorte pour que vous ayez de plus en plus envie de vous consommer. Et ils ne s'arrêteront jamais. C'est-à-dire que même quand vous aurez la moitié de la population américaine qui sera obèse et une personne sur 5 aux États-Unis qui mourra de son obésité, ils continueront à essayer de vous rendre addict à ce genre de procédé. Qui vous éveille là-dessus? Qui peut vous éveiller là-dessus? Puisque, allez, je veux pas jouer le marxiste de service, mais la quasi-totalité des médias vous pousse à des médias, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, donc vous pousse à consommer, vous pousse justement à consommer, à être addict. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre. Absolument. Voilà. C'est une force dans la société et il faut qu'il s'y en oppose une autre parce qu'on constate des impacts sur la santé de ces procédés-là. Mais alors comment on fait?
Comment on fait La première chose qu'on fait, c'est qu'on Ouais. mesure bien la santé des gens. Et on arrête simplement de compter les morts et de se dire on est ravis parce que les gens vivent jusqu'à 95 ans, alors que de l'autre côté, on a des enfants qui vont de moins en moins bien sur le plan physique, sur le plan mental. Et c'est pareil sur le reste de la population. Et quand on introduit une innovation dans la vie des gens, on s'assure que c'est pas mauvais pour leur santé. Quand on touche sur quelque chose d'aussi fondamental que le lien social, il faut être certain que ça va pas avoir d'effet pervers. Pour ça, il faut le mesurer. Mais le problème, c'est que la mesure qu'on a aujourd'hui en santé, elle est totalement dépassée. Il faut faire des mesures beaucoup plus précises de la santé mentale des gens et le faire par type de population. on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que l'objectif du politique, c'est pas que les gens soient en meilleure santé. C'est pas encore. En fait, on était dans un monde, mais peut-être que c'est la crise Covid qui a changé ça. On était dans un monde de survie, donc de subsistance, donc il fallait survivre, donc il fallait éloigner le danger et il fallait vivre le plus longtemps possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit assez longtemps. On a une qualité de vie qui n'est pas très bonne, honnêtement. Quand on regarde les indicateurs, comme je vous dis, les gens sont beaucoup trop gros, les gens sont beaucoup trop addicts à tout, les gens sont en très mauvaise santé mentale. En fait, ils ont trop de sollicitations extérieures qui les emmènent vers des comportements de santé qui ne sont pas vertueux. Et donc, il faut les ramener vers des comportements vertueux. Et probablement que la force qu'il faut, c'est s'opposer à la force d'industrie, de secteur industriel qui cherche à vous emmener dans des mauvais comportements. Est-ce que ce ne serait pas le pot de terre contre le pot de fer, évidemment, à évaluer? Mais quand vous dites ça, vous dites vraiment, est-ce que les gens, est-ce que la majorité, mais je vous pose la question, puisque vous étudiez ça, est-ce que la majorité des jeunes sont en état de maladie mentale ou de mauvaise santé mentale? Est-ce que c'est la majorité? Et je ne dis pas ça pour... Est-ce que c'est la majorité ou c'est une minorité? Non, mais ça devient une minorité qui est inquiétante. Quand vous avez 10%, si vous posez la question aux Français aujourd'hui, vous leur dites sur l'année passée, est-ce que vous avez eu des idées suicidaires? Il y en a 10% qui vous disent oui. C'est quand même inquiétant. Et chez les plus jeunes, ça peut aller jusqu'à 20-25%. Enfin, c'est quand même un problème. Je vois pas. Pour moi, aujourd'hui, on parle de sujets, par exemple, comme les retraites, qui sont bien moins importants que ces sujets-là. Ouais. Non, mais ça, je vous l'accorde absolument. Prenez par exemple l'obésité. Vous savez que l'obésité, c'est une maladie qui n'existait pas avant les années 90 en France. Avant les années 90, il n'y avait pas d'obèses en France. Aujourd'hui, ça va bientôt être 1 Français sur 5. 1 Français sur 5. Et qui sont les gens qui sont touchés par quelque part tous ces pièges qui existent dans la société, les addictions, l'obésité, très très mal manger, faire tout un tas d'activités qui va détériorer votre santé mentale? Ce sont les gens qui sont peu éduqués et ce sont les gens qui sont pauvres. Et souvent, d'ailleurs, je parle avec des gens dans Paris, ils me disent « Mais pourquoi tu me parles tout le temps de l'obésité? Mais on n'en voit pas ici dans Paris, on ne voit pas de gens qui sont obèses. » Je dis « C'est parce que va voir ailleurs, tu verras qu'il y a une grande partie de la population qui est obèse. Parce qu'elle n'a pas les moyens de se défendre. Aussi parce qu'elle a d'autres problèmes. C'est-à-dire que vous savez, quelqu'un qui vit dans le 16e arrondissement, c'est problématique, c'est sa santé, parce que tous ses autres problèmes sont réglés. Et donc, elle va se prendre un coach pour son sport, elle va se prendre un coach pour sa santé mentale. Exactement, exactement. Mais vous savez ce que font les gens les plus aisés? Souvent, ça laisse penser de ce qu'il faudra faire pour le reste de la population. Donc, vu qu'aujourd'hui, les plus aisés mettent leur argent dans des coachs pour leur santé mentale et dans des coachs pour leur santé physique, c'est des choses dont il faudrait s'inquiéter pour le reste de la population. Or, on s'en inquiète pas. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens, les autres, de se payer des coachs. Mais l'État a les moyens d'agir. Je veux dire, si l'État, c'est nous, mon cher Martin. l'État, c'est nous. Non, mais ça fait partie du contrat social et je pense qu'il y a certaines choses qu'on pourrait mettre dans le contrat social pour faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Mais juste auparavant, et vous en serez d'accord avec moi, ce qu'il faudrait, c'est que l'État aussi agisse, et ça lui coûtera pas des milliards, pour peut-être diminuer cet appétit de consommation qui affleure du matin au soir dans tous les médias. Mais moi, je suis pas contre consommer. Consommer, c'est bien. Consommer, c'est vivre. Mais consommer, c'est faire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on consomme? Non, mais je suis d'accord. Voilà. Donc il faut réguler ça parce que ça devient trop compliqué et ça nous échappe. Laisser les enfants sur Instagram, c'est le monde qui nous a échappé. Vous allez comment faire pour que la publicité ne donne pas aller consommer du soda, consommer ceci, consommer cela? Ils en ont rien à faire. Vous interdisez. Pourquoi vous laisseriez? Vous savez ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont empêché les enfants d'aller sur TikTok. Ils l'ont fait. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont des données. Et nous, on a des données, mais personne n'en parle. On ne s'inquiète pas du fait que les enfants aient de plus en plus mal. On les laisse aller sur les réseaux sociaux. Et pourquoi personne n'en parle? Je veux dire, c'est x7 en consommation d'antidépresseurs. On dit que c'est l'effet Covid, mais l'effet Covid n'a fait qu'accélérer quelque chose qui existait déjà. Et on se demande même si finalement l'effet Covid chez les plus jeunes n'est pas passé par le numérique. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas d'avoir mis les enfants beaucoup plus... non plus. Sur... Enfin, non, mais c'est une hypothèse qui est tout à fait
fait sérieuse. En tout cas, il faut s'en occuper. Ouais. Et il y a tout un tas de conduites qu'on a aujourd'hui qui sont très mauvaises pour notre santé. Il faut s'en inquiéter et il faut réguler. Parce que si on ne régule pas, les choses vont nous échapper. Voilà. On aura des générations qui auront quelque part ont été sacrifiées à l'ignorance ou à notre manque de curiosité sur ce sujet-là. Ouais. Ça, c'est un vrai programme politique. Il faut réguler à tous les niveaux et c'est tout le problème de la consommation et le problème des intérêts, des conflits d'intérêts. D'autant qu'il faut, si vous comprenez comment les sociétés réfléchissent pour vendre des produits, vous comprenez qu'il faut s'en inquiéter. Parce que quand vous comprenez que les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont faits pour que vous les regardiez le plus possible et qui ne savent même pas en fait, et qu'après, a posteriori, ils se rendent compte finalement c'est des choses extrêmement violentes et qui font très très mal aux gens que les gens vont aller consommer eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens se mettent à avoir un comportement qui détériore leur propre santé. Là, à ce moment-là, vous devez agir. Mais avant les 3 années du Covid, à la télévision, vous aviez beaucoup de publicités qui incitaient à consommer et pas spécialement dans le bon sens. Oui, et dans ce cas-là, il faut être fort. Si le politique n'est pas capable d'être fort sur ces comportements qui sont induits par une certaine communication, ça veut dire qu'il est impuissant. Et tout le reste qu'il fait, franchement, sera insignifiant par rapport aux vrais défis. Parce que la mortalité, on a gagné. Je veux dire, les gens meurent à 100 ans. Ils vivent presque trop longtemps. Mais la santé, on est loin d'avoir... Et on est en train de perdre. Et on est en train de perdre. On l'a vu avec le Covid. On va en parler avec les auditeurs du Sud Radio. Et effectivement, tout le problème est ça. Est-ce que les politiques resteront impuissants devant ce fait ou pas? C'est une vraie question. Oui, vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Martin Blachier sur son livre Les 10 nouvelles menaces sur notre santé. Et on accueille Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour Martin Blachier. Alors moi j'ai une addiction, c'est Berkoff dans tous ses états. Et je l'avoue, je l'avoue humblement. Merci. Celle-là, je pense pas qu'elle sera dans les maladies capitales. Elle ne fera pas partie des 10 critères de Monsieur Blachier. Alors déjà, je voudrais dire à Monsieur Blachier qu'autant j'étais absolument... moi, je suis personnel hospitalier. Moi, ça fait 26 ans que je suis professionnelle de santé et en tant que patiente, parce que j'ai eu des problèmes de santé toute ma vie, donc j'ai 55 ans d'expérience hospitalière. Mais de l'autre côté de la barrière, d'abord, je veux dire à M. Blachier qu'il a beaucoup de courage d'avoir réfléchi à tout ce qui s'était passé et j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a su, même si au départ son discours, je le trouvais un peu... où on manquait d'éléments, aujourd'hui, avec le recul, il a su revenir sur certaines choses et c'est tout en son honneur. Et ça, je voulais à tout péché, miséricorde. Voilà, je voulais vraiment le signaler, quoi. Après, concernant la santé d'une population, déjà, la santé, il faut savoir que la santé, c'est un business. On parle de consommation, il y a des consommations médicamenteuses, il y a la consommation, bien sûr, de l'alimentation qui donne des maladies. L'obésité en est une, mais je veux dire, on ne devient pas obèse simplement par l'alimentation. On vit dans une société qui est très anxiogène. Et je pense le Covid a fait ressortir, nous avons eu un gouvernement plutôt que d'apaiser. Je veux dire, quand on nous dit qu'on est en guerre, c'est très très anxiogène. Par rapport aux enfants, il faut éduquer les parents, il faut peut-être, comme dit M. Blachier, interdire les publicités. Et c'est très dur parce qu'il y a des lobbies aussi bien pharmaceutiques pour le médicament que des lobbies économiques concernant le sucre, tout ça. Donc, est-ce qu'ils auront, M. Blachier, pensez-vous que nos gouvernants, nos politiques, quel que soit le bord, je ne parle pas forcément du gouvernement de M. Macron, est-ce que vous pensez que les politiques prendront à bras-le-corps ce fait, même quand on parle de la qualité de vie au travail, il y a aussi tout ça qui est quand même quelque chose d'assez... Ok, Chantal, j'ai bien entendu. Donc, je vous disais juste parce que on a énormément d'auditeurs et merci parce que vous posez, en tout cas, la question est très bien et clairement posée. Est-ce qu'effectivement, on aura les gens, qu'ils soient politiques ou décideurs, d'ailleurs, dans tous les domaines, auront le courage de s'attaquer? Est-ce que vous dénoncez, Martin Blachier? En tout cas, l'expérience que j'ai eue de la crise Covid, c'est que les politiques bougent quand on les fait bouger. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai... La pression, vous voulez dire. Exactement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et c'est pour ça que j'ai envie de travailler sur le sujet des réseaux sociaux et des enfants avec mes équipes, parce que je me dis que si jamais j'arrive à montrer, à prouver qu'il faut bouger sur ce sujet des réseaux sociaux chez les enfants, à ce moment-là, ils bougeront, la société civile bougera, donc je pense que c'est possible, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui les politiques se saisissent de sujets, je crois qu'ils ne font que réagir à des sujets qu'on leur présente. D'accord. Merci Chantal.
Merci Lucien. beaucoup Chantal, on va tourner une rapide page de pub et on accueillera Jean-Marc de Narbonne, mais vous continuez de nous appeler bien sûr au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h48 sur Sud Radio, vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Martin Blachier et on accueille Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Blachier. Alors Bonjour. Monsieur Blachier, c'est vrai qu'il n'est pas facile de dire qu'on s'est trompé, surtout quand on est un homme public. Mais là, je vais vous taquiner un peu. Par contre, sur ce que vous dites sur la santé, vous avez entièrement raison. Et là, je vais... le docteur, le professeur Raoul, avec qui vous avez beaucoup de différents, dit dans ses derniers bouquins, justement, toute l'addiction qu'il y a aux matières graisseuses et surtout au sucre. Et la plus grande addiction, je pense, au monde, c'est le sucre. Donc, qui engendre l'obésité. Il y a des tests, vous devez le savoir, docteur Blachier, qui avaient été faits avec des souris. D'un côté, il y avait la cocaïne et de l'autre côté, il y avait le sucre. Et les souris allaient tout le temps vers le sucre. Donc, le sucre est encore plus addictif que la cocaïne. Après, la santé, c'est un spectre assez large. Tout dépend de l'écosystème où nous vivons. Vous qui avez, André, qui voyageait beaucoup, moi qui voyageais beaucoup, qui habitait notamment dans des pays latins autour d'Amérique du Sud, l'endroit où l'on vit change énormément notre santé. La santé peut se détériorer comme la santé peut s'améliorer. Donc, si on est dans un endroit avec un écosystème qui vous convient, c'est-à-dire votre santé va aller encore mieux. Et donc, si votre santé va mieux, votre bonheur va aller mieux. Parce que la santé, ce n'est pas exclusivement, vous avez parlé que c'était que le bonheur. Bien sûr que sans la santé, le bonheur est difficile. Mais on peut avoir la santé et on peut être malheureux. C'est-à-dire, il y a des études qui ont été faites, ça vous devez le savoir, M. Blachier, M. Berkov, qui vous êtes des hommes tous les deux bien cultivés. Les gens qui vivent le plus longtemps et le mieux, c'est dans des endroits où les personnes vivent dans des villages qui sont auprès de leur famille, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne s'occupe de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc, c'est des gens qui vivent près de leur famille. C'est des villages montagneux, c'est-à-dire que les gens, tous les jours, quand ils marchent, ils montent, ils descendent, donc ils font de la condition physique. Et ils mangent local. Ce que vous dites, Jean-Marc, je voudrais juste pour un peu synthétiser, vous dites que le lieu, l'endroit où on est, joue énormément dans cette santé, dans ce bonheur. Énormément. Moi, quand j'atterris en Amérique du Sud, je suis en meilleure santé. C'est marrant quand même quand l'avion atterrit sur le sol latin, je suis en meilleure santé. Alors, Martin Blachier... Deux éléments à partager avec vous que je trouve très intéressants. Vous savez que Harvard a fait une grande étude où ils ont suivi des gens d'université pendant très très longtemps pour voir justement trouver le secret du bonheur. Moi, je parle pas de bonheur, je parle de bonne santé mentale. Et ce qui ressortait en numéro 1, c'est ce qu'ils appellent le social fitness, c'est-à-dire la façon que vous avez d'entretenir les liens sociaux avec les gens qui vous sont proches. C'est la première chose qui fait que vous allez être bonne santé entre 50 et 80 ans. Donc ça veut dire que c'est le lien social. Donc c'est vraiment le lien social qui fait que vous allez être en bonne santé. Ça marche sur toutes les variables. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde dans nos sociétés développées n'est pas vertueux pour votre lien social. Il a plutôt tendance à le casser. Donc soyez conscients de ça, parce que ceux qui ont conscience, il faut avoir de l'espace mental pour le penser. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que ce soit un peu plus général. Et la deuxième chose, c'est que vous savez que j'ai un chapitre sur la fertilité. Vous savez que la fertilité baisse pour une raison très simple, c'est que les gens ont plus envie d'avoir d'enfants, essentiellement. Et aux États-Unis, ils ont constaté, vous savez, c'est quoi la communauté aux États-Unis où la natalité, quasiment où la natalité ne baisse pas? Ce sont les Amish. Donc c'est juste pour vous donner une idée à quel point je perçois dans le travail que j'ai fait des forces contradictoires entre la santé des gens et le monde moderne. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses dans le monde moderne qui vont contre la santé des gens. Et quand ça commence même à toucher sur la fertilité et on voit qu'il n'y a rien qui... Vous savez, au monde, il n'y a quasiment rien qui a permis de relancer la natalité et la fertilité. Il y a aucun pays au monde qui a réussi à faire baisser l'obésité. Les addictions, on n'y arrive pas. C'est pour ça que je parle des nouvelles menaces. Ce sont des modèles qui sont inhérentes à nos conditions de vie modernes.
et on n'a jamais réussi à les faire reculer. Et donc ça va probablement être nos sujets de demain, et c'est pareil sur la santé mentale. On n'arrive pas à faire que la population aille mieux, donc il y a des toxiques. Voilà, il y a des toxiques dans notre vie moderne, et on voit que c'est des toxiques auxquels ne sont pas sensibles des communautés qui ont gardé des modes de vie plus traditionnels. C'est pas du tout un discours réactionnaire, ce sont des faits, et donc il faut les étudier, il faut essayer d'avoir le progrès, mais sans tous les effets secondaires qu'on commence à accumuler par rapport à ce progrès. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, et effectivement, et surtout quand ça se détruit, et c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'il y a un certain nombre de terra incognita et de mauvaises terra incognita dont on ne s'occupe pas. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup Jean-Marc. Et on a le temps de recevoir Pierre de l'Ain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour André, bonjour Monsieur Blachier. Et moi, je vais vous parler de faits, de toxiques, Monsieur Blachier. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous poser ma question ensuite, mais je vais vous le dire. Vous faites partie des toxiques et vous avez été une vraie girouette. Vous avez raconté tout et son contraire et vous avez empêché les gens d'avoir une bonne idée sur cette vaccination. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, vous parlez de méfaits sur la santé psychique des gens, mais je pense que vous devriez vous regarder correctement dans une glace et vous poser la question sur les différentes versions que vous avez données. Je vous avoue, c'était très difficile de vous suivre. Donc maintenant qu'on a des faits, puisque vous parlez des faits, je voudrais savoir quel est votre avis sur le bénéfice-risque du vaccin après les déclarations des gens de chez Pfizer, après les effets indésirables et après le fait qu'on ait compris que ça ne servait à rien, que les gens attrapaient quand même le Covid. Non, je vais vous répondre. Aucun problème pour vous répondre. Je pense que le bénéfice-risque reste très favorable chez la population à risque, j'ai toujours dit. Il y a une recommandation qui va sortir en février de la HAS qui va donner la stratégie à moyen long terme sur la vaccination Covid qui sera très probablement collée à celle de la grippe, c'est-à-dire vaccination une fois par an de la population fragile. On a mis du temps à en arriver là. Moi, je crois que c'est une position que j'ai prise relativement précocement de vacciner la population à risque. Maintenant, vous pouvez considérer que j'étais un toxique. J'ai pu l'être. Parfois, on est toxique contre sa volonté. Et c'est sûr que... je sais pas, peut-être que j'aurais fait les choses différemment si c'était à refaire. En tout cas, moi, ce que je dis dans mon discours sur les menaces sur la santé, c'est qu'il faut mesurer et il faut faire attention à cet indicateur-là parce que ça doit être un objectif que notre population soit dans la meilleure santé. Et je l'ai dit en début d'émission, la façon dont la crise a été gérée, au moins au début, a été toxique pour la population. Je ne pense pas que ça a été volontaire. Je pense que les gens qui ont pu être toxiques d'ailleurs au début de la crise Covid le regrettent et auraient fait les choses différemment ou ils estiment qu'ils n'avaient pas les éléments. Mais s'il y avait une crise demain de ce genre-là, je pense même qu'au plus haut de l'État, ils le géraient un petit peu différemment. Et on a vu d'ailleurs que la position a évolué, que quand même les gens, en fonction de ce qui leur est revenu, simplement, Martin Blachier, moi je corrigerai, je dis certains le regrettent comme vous, d'autres ne le regrettent pas, mais on ne va pas faire de règlement de compte ici. Simplement, c'est vrai que, et ça ce n'est pas que français, hein, c'est qu'il y a eu, je ne dis pas oublier pour vous répondre, bien, je crois que la chose est compliquée. Au début, effectivement, personne ne savait rien, enfin je veux dire, et il y a eu incontestablement chez certains, et je ne parle pas des gens qui sont ici, et je ne parle pas à un certain niveau qu'on a eu intérêt à effectivement répandre la peur. Maintenant, je crois qu'on est sorti de cela, il faut regarder, le passé, les gens feront le bilan, mais là, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui, et il faut avancer. Je crois que c'est ça le plus important. Martin Blachier, juste un dernier mot. Pour vous, dans ces 10 nouvelles menaces sur notre santé, sans faire de palmarès, lequel est le plus dangereux ? La santé mentale. Parce qu'en fait, tout est relié à la santé mentale. Vous me parliez tout à l'heure, par exemple, des maladies neurodégénératives. Le risque numéro 1, c'est la santé mentale des aidants. Le réchauffement climatique, le premier facteur, la première dimension de la santé, ce sera la santé mentale parce que les gens ne seront pas capables de s'adapter à tous les changements que ça demande. Les gens ne vont pas brûler dans des feux, ne vont pas être noyés dans des inondations, ça c'est ce qu'on voit dans les films. Par contre, ça va tellement changer leur vie, ça va tellement changer leur cadre de vie et même probablement ce qu'ils auront le droit de faire, ce qu'ils n'auront pas le droit de faire, que ça va être un effort d'adaptation qui va être trop important. Et donc il va falloir accompagner, il va falloir se soucier de la santé mentale des gens parce qu'elle va être mise à rude épreuve, à mon avis, dans les prochaines années. Alors attention à la santé mentale. Et encore une fois, Martin Blachier, les 10 nouvelles menaces sur notre santé. Eh bien, écoutez, soyez toujours vigilants. Merci à tous, chers auditeurs. C'était le face-à-face du mardi 7 février avec Martin Blachier, médecin spécialiste en santé publique, pour son livre « Les 10 nouvelles menaces sur notre santé » aux éditions du Cerf. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout